Bonjour à toutes et tous, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce webinaire. Nous allons vous donner quelques minutes, le temps pour vous de vous installer et le temps pour les retardataires de nous rejoindre. Bien, je pense que nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir commencer. Merci d'assister à ce webinaire sur ce qui fonctionne dans l'éducation de base en situation d'urgence. Prochaine diapo. Pour commencer, je voudrais présenter quelques informations pratiques, des questions de logistique. L'interprétation en français est disponible. Pour accéder à ce service, cliquez sur le globe au bas de votre écran et choisissez le français si c'est la langue que vous souhaitez utiliser. Nous avons également le bouton Q et R qui vous permettra de poser des questions à nos panélistes. Nous avons hâte de les lire. Nous avons consacré une partie conséquente de cette réunion à cet effet. Nous vous invitons également à vous présenter en vous servant du chat. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir à l'événement d'aujourd'hui. Prochaine diapo. Je vais maintenant présenter le programme du jour. Nous allons écouter la présentation du docteur Sylvia Diaz-Granados, d'Eric, qui va nous présenter les preuves qui nous permettront de savoir ce qui fonctionne et ce qui peut nous permettre d'améliorer l'apprentissage ou l'éducation de base en situation d'urgence. Ensuite, nous allons rentrer dans les détails et nous concentrer sur des programmes précis. Nous allons écouter le docteur Kathleen Collins et le docteur Hassan Ahmed Hassan du Fonds Luminos qui vont nous présenter leur programme d'apprentissage accéléré. La troisième présentation sera faite par les docteurs Karen Levesque et le docteur Jacqueline Ngumia. Nous allons écouter Colin Crossley qui nous présentera des preuves concernant l'apprentissage par téléphone. Pour nous guider lors de la séance de questions-réponses, nous allons écouter le docteur Deborah Gribon. Prochaine diapo. Avant de passer la parole à notre première intervenante du jour, je voudrais présenter nos objectifs. Les objectifs de ce webinaire sont les suivants. Présenter de manière synthétique les dernières recherches sur l'efficacité et l'impact des interventions d'éducation en situation d'urgence sur les compétences de base en situation de crise ou de conflit. Le deuxième objectif concerne la présentation de preuves tangibles par les donateurs, les décideurs et les praticiens dans la mise en œuvre des interventions de littératie et de numératie et qui nous permettront de voir si ces interventions sont effectivement rentables. Je vais maintenant passer la parole au docteur Sylvia Diaz Granados. Bonjour tout le monde, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que vous le voyez en plein écran? Oui. Merci infiniment de m'avoir invité. Je suis le docteur Sylvia Diaz Granados, membre d'ERIC, co-directrice.
du programme financé par le FCDO. C'est un consortium qui essaie d'étendre les preuves recueillies en matière d'éducation en situation d'urgence. Le but est d'informer les politiques prises à cet effet. Comme vous le savez, 224 millions d'étudiants sont affectés par les crises dans le monde. 72 millions d'entre eux sont déscolarisés. 127 millions vont à l'école mais n'apprennent pas, ne réalisent pas leur plein potentiel. Et c'est très important de savoir ce qui fonctionne pour améliorer l'apprentissage, pour améliorer l'apprentissage socio-affectif. En raison des crises que nous vivons, il est très important de savoir ce qui fonctionne, comment, pour qui, quels sont les coûts et sous quelles conditions. Nous savons que l'aide internationale a été considérablement réduite. Il faut donc réduire l'écart entre les fonds disponibles et les ressources dont nous avons besoin pour répondre aux besoins humanitaires. Un écart qui a considérablement augmenté. Il faut donc que nous maximisions tous les dollars que nous recevons pour nos interventions. À cet effet, nous avons, dans le cadre d'ERIC, essayé de répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que les interventions en matière d'éducation, quelles sont, pardon, ces interventions en matière d'éducation qui ont un impact avéré? Nous avons également essayé de comprendre l'éducation de ces différentes interventions sur les résultats scolaires globaux des étudiants en matière de littératie, de numératie, d'apprentissage socio-affectif et de bien-être pour ces enfants qui sont en âge d'aller à l'école mais qui vivent dans des contextes de crise ou de conflits prolongés. Nous souhaitons également connaître les preuves qui permettent de démontrer la rentabilité de ces interventions éducatives en situation de de crise prolongée ou de conflit. Nous avons donc choisi d'utiliser plusieurs méthodes, à savoir l'analyse systémique des preuves. Nous nous sommes servis de l'étude de Dana Bird. Nous avons commencé cette étude en 2023. Nous nous sommes également servis de 7 revues systémiques dans des pays comme la Syrie, le Myanmar, la Jordanie, le Nigeria, le Soudan du Sud. Nous avons également conduit des études auprès d'organisations qui s'intéressent à l'éducation en situation de crise ou en situation d'urgence. Après cette revue, nous avons inclus des études qui démontrent réellement des preuves. Et pour la présentation d'aujourd'hui, nous avons inclus uniquement des études qui se concentrent sur les compétences en matière de lecture et en matière de calcul. Nous avons également inclus des études sur l'apprentissage socio-émotionnel. Nous avons pris des études qui remontent aux années 2000. Et une fois que nous avons recueilli toutes ces études, nous sommes passés à la méta-analyse, une méthode qui nous permet de combiner tous les résultats de ces évaluations multiples dont j'ai parlé. Et c'est une forme d'analyse qui nous permet d'avoir une idée sur la taille de l'échantillon et qui nous permet de voir l'impact général de ces différentes interventions qui nous intéressent. En plus de l'impact,
Nous nous sommes également intéressés à la rentabilité de ces interventions. Nous voulions savoir s'il y avait des informations sur les coûts de ces interventions, de ces programmes. Nous avons essayé de voir l'impact de ces données sur le coût par résultat et pour chaque dollar dépensé. Nous avons inclus les études de d'Anna Bird, des études d'Eric, ainsi que d'autres ONG qui n'utilisent peut-être pas des méthodes expérimentales. Voilà pour l'étape de l'identification. Quelles sont donc les interventions éducatives pour les enfants en âge d'aller à l'école? Nous avons remarqué que l'accent était mis sur le développement professionnel des enseignants, sur les cercles d'apprentissage comme outil euh, de formation. Nous sommes également intéressés à l'impact d'utilisation des SMS ou des appels téléphoniques comme méthode d'enseignement. Nous avons également prêté attention à l'enseignement au niveau, au bon niveau, mais à distance, ainsi qu'aux évaluations formatives en ligne. Tout cela nous a permis d'avoir des preuves rigoureuses sur ces interventions éducatives par rapport à l'objectif que nous nous étions fixés. Nous savons que ces différentes interventions sont différentes et nous avons essayé de les catégoriser en fonction des besoins des enfants en âge d'aller à l'école et en fonction de différents niveaux. Dans une première catégorie, nous avons mis les écoles et centres de formation et dans une autre catégorie, nous avons mis leur foyer et leur communauté. En ce qui concerne les enfants scolarisés et qui vont à l'école de manière formelle, nous avons d'un côté le renforcement des systèmes, le développement professionnel des enseignants, les cercles d'apprentissage, et nous avons également inclus la formation complémentaire comme la programmation en matière de formation socio-émotionnelle. Nous avons inclus, comme je vous l'ai dit, une autre catégorie. Nous avons pensé au fait, par exemple, que certains de ces enfants peuvent arrêter d'aller à l'école en raison de pandémies, comme la récente pandémie de COVID-19. Et pour éviter des pertes de connaissances, nous avons, de notre côté, classé l'utilisation des messages et des appels téléphoniques pour continuer les formations. Quand nous passons à la méta-analyse, voici ce que nous avons obtenu par cette méthode. Nous souhaitions voir quel était l'impact de ces interventions éducatives sur les compétences en matière de lecture et d'écriture des enfants. À droite, vous avez les études spécifiques. À gauche, plutôt, vous avez les études spécifiques et à droite, vous avez l'impact. Nous avons vu 8 interventions qui ont un impact avéré sur les compétences en matière d'écriture et de lecture des enfants. Nous avons eu un écart type de 0,16, ce qui dénote un impact moyen. La méthode d'enseignement la plus utilisée, sans surprise, est l'enseignement au bon niveau à distance, sans oublier des méthodes d'évaluation en ligne et l'utilisation de logiciels qui incluent des jeux académiques.
Nous avons également constaté que l'utilisation de supports de lecture pouvait avoir un impact positif sur la formation des enfants et sur les compétences que nous analysions. Vous voyez également qu'à la droite, vous avez les effets que nous avons classés du plus important au moins important. Nous avons également observé l'impact de ces interventions sur les compétences en arithmétique des enfants. Nous avons obtenu un écart type de 0,16, plutôt moyen. Les méthodes utilisées concernaient l'utilisation de jeux académiques proposés au moyen de logiciels. C'est l'effet qui a eu le plus d'impact. C'est la raison pour laquelle il est en haut. Nous avons également constaté que, au cours de ces interventions, on se servait beaucoup des cours de rattrapage qui ont eu un impact négligeable. Comme je vous l'ai dit, nous avons essayé de voir la rentabilité de ces interventions. Il est très important d'étudier l'impact, mais les coûts également. Vous voyez par exemple que l'utilisation des messages textes et des appels téléphoniques n'ont pas coûté énormément d'argent. Nous avons utilisé la valeur du dollar en 2023. Et pour les différentes études, comme je vous l'ai dit, nous avons essayé de voir quelles étaient les méthodes les plus rentables ou les moins rentables. Dans le cas des cours de rattrapage, nous voyons que les coûts étaient assez élevés. Mais je pense que pour justifier ces coûts, il fallait également comprendre l'étendue de l'intervention qui pouvait aller de une année à 5 ans, sans oublier le coût du matériel, le coût de maintien du matériel et le nombre d'élèves par classe. Et les coûts varient donc en fonction de ces conditions de mise en œuvre. Nous avons combiné l'impact de ces coûts avec l'impact général de ces méthodes. Vous pouvez voir ici en bleu l'impact sur la numératie, en bleu donc, et en orange l'impact sur les capacités de lecture des enfants. Vous voyez donc ici, envoyer des messages ou appeler constitue une méthode assez rentable. Elle ne coûte pas très cher. Et c'est assez impressionnant d'avoir une moyenne de seulement 1,66 $. En comparaison, quand vous vous servez d'une autre méthode d'enseignement comme l'utilisation de supports de lecture et d'apprentissage, ce n'est pas du tout la même histoire. Nous voyons aussi que l'utilisation de logiciels d'apprentissage est assez impressionnant. Dans le cas des compétences de lecture, ces outils peuvent malheureusement augmenter. Donc, tout dépend du contexte. Dans le cas de la numératie ou des compétences de calcul, nous avons un écart type de 0,15. Sur ce tableau, j'ai essayé de démontrer l'importance de ces informations sur la rentabilité des interventions. J'ai classé ce tableau en fonction des preuves et de leur force.
Si nous décidons par exemple de dire qu'il y a beaucoup de preuves, nous citons la méthode en question, qu'il s'agisse de capacité de lecture, de capacité de calcul. Nous avons également des preuves prometteuses en matière de rentabilité, sans oublier, comme je vous l'ai dit, la méthode qui s'accompagne de ces preuves. Tout à l'heure, nous allons écouter Luminos qui va nous parler de programmes d'enseignement accéléré. Nous avons également des preuves prometteuses, mais qui manquent d'informations pour appuyer cette affirmation. C'est le cas, par exemple, lorsque nous parlons d'enseignement au bon niveau. C'est avéré, mais il n'y a pas suffisamment de données pour étayer ce fait. Il y a également certaines interventions pour lesquelles les preuves sont mitigées, voire inexistantes. C'est le cas, par exemple, pour les cours de rattrapage ou de renforcement. Nous avons également constaté que certaines preuves commencent à être visibles, surtout en matière de rentabilité. Mais ici, je souhaiterais préciser qu'il s'agit de preuves qui prouvent que l'impact de cette méthode est avéré, mais le coût est beaucoup trop élevé. Aussi, il peut exister des méthodes efficaces, mais qui ne répondent pas aux besoins des communautés. Il faut donc prendre en considération le fait que certains programmes peuvent être bénéfiques, mais doivent être rognés. On doit réduire les coûts de ces interventions. Pour revenir à l'image de tout à l'heure, je vous ai précisé que nous avions étudié les différents besoins, que ce soit pour les élèves qui vont à l'école ou qui sont déscolarisés pour une raison ou pour une autre. Et ici, nous avons choisi les meilleures méthodes. Pour les enfants qui vont à l'école, nous avons choisi l'utilisation de supports de lecture et le renforcement des compétences des enseignants. Comme méthode d'enseignement complémentaire, nous avons proposé l'utilisation des logiciels qui s'appuient sur les jeux académiques. En ce qui concerne les méthodes provisoires, nous avons proposé l'utilisation d'appels et de SMS pour les enfants qui ne vont pas à l'école ou qui ont arrêté d'aller à l'école pour une raison ou pour une autre. En conclusion, nous avons donc retenu deux interventions qui ont des preuves solides de leur impact ou de leur efficacité. L'utilisation de logiciels, de jeux et ces méthodes sont assez rentables, sont assez moins chères. Autre intervention, l'utilisation des messages ou des appels téléphoniques, surtout lorsque les enfants arrêtent d'aller à l'école pour une raison ou pour une autre. Les preuves sur les coûts ne sont pas encore suffisamment démontrées, mais il faudrait, pour le continuer les études sur ce sujet. Il faudrait également continuer les interventions en matière d'enseignement au bon niveau, les évaluations en ligne, les programmes de formation accélérés, l'utilisation de supports de lecture, sans oublier les formations en matière d'apprentissage socio-émotionnel. Nous pensons qu'il est très important d'avoir toujours en tête de comparer l'impact avec les coûts pour que ces interventions soient non seulement rentables, mais aussi efficaces. Parfois, une méthode peut être moins chère, mais ne pas avoir le moindre impact. Il nous faut également plus d'études qui nous permettront d'éviter le manque d'impact. Nous pensons également qu'il est très important d'avoir plus d'études sur les élèves déscolarisés ou non scolarisés. Il faut également évaluer l'impact des interventions qui sont mises à l'échelle.
Il y a de nombreux programmes dans ce cas. Il faudrait également évaluer l'impact sur le long terme de ces études. Sylvia, merci. Je voudrais terminer par quelques informations que nous avons compilées sur la méta-analyse. Merci Sylvia. Nous avons beaucoup d'informations. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour tout écouter. Nous avons hâte de recueillir vos questions. Nous y répondrons en temps et en heure. Donc, vous pouvez continuer de les poser dans la section réservée à cet effet. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre prochain intervenant, nos prochains intervenants plutôt, le docteur Hassan et le docteur Kitling, si je ne me trompe pas. Le docteur Kathleen Collins et le docteur Hassan Ahmed vont prendre la parole. Je voudrais, s'il vous le permettez, couper ma caméra pour préserver ma bande passante. Je suis le docteur Hassan Ahmed Hassan. Aux côtés du docteur Kathleen Collins, nous allons vous parler du programme du fonds Luminos. Je vais me charger d'une partie de la présentation et ensuite je passerai la parole à ma collègue pour pour la présentation de l'impact de ce programme. Qui sommes-nous? Le fonds Luminos a été créé en 2016 dans le but de proposer des programmes transformateurs aux milliers d'enfants déscolarisés. Le but est de permettre à ces enfants de rattraper leur retard, de réintégrer les écoles publiques et de continuer leur apprentissage. Sur cette diapositive, vous voyez les pays dans lesquels nous sommes présents. Nous avons pu aider plus de 300 000 enfants déscolarisés. Prochaine diapo. Voici notre programme de formation accélérée. Au cœur de ce programme se trouve le concept d'apprentissage bienveillant. Et à la fin de ce programme, nous souhaitons passer le relais aux établissements publics. Ces enfants, après avoir passé 1 an ou 10 mois, devront réintégrer des sphères de formation formelle. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec les gouvernements des pays dans lesquels nous sommes présents. Et nous souhaitons qu'ils adoptent une approche pédagogique structurée dans leur système éducatif. Nous avons donc une relation très étroite, comme je l'ai dit, avec nos contreparties du gouvernement. Prochaine diapo. Aux côtés de l'université de Sussex, Luminous a conduit une étude pour mettre sur pied ce modèle que je vous ai présenté. Et à la fin de cette étude, l'université de Sussex a démontré que les étudiants qui étaient passés par le programme de Luminous étaient capables d'apprendre 2 fois plus vite que les étudiants ordinaires. Nos élèves sont également capables de s'exprimer en anglais et d'effectuer des calculs 10 fois plus vite que leurs pairs. Ici, je parlerai de notre programmation Tigray au Tigré. Comme vous le savez, après la guerre au Tigré, le Minos a commencé son programme d'éducation dans 5 districts. Voici les composantes du programme. D'abord, accélérer les programmes d'apprentissage. Nous avons structuré le modèle pédagogique et nous avons également
l'apprentissage socio-émotionnel et aussi nous avons les données en temps réel. Pourquoi les repas scolaires? Parce que nous savons où qu'il y a eu la guerre, il y a eu la sécheresse et le manque de nourriture dans la région au cours des dernières années. Et en plus, dans nos programmes, les élèves doivent rester encore 7 heures par jour pour compléter leur programme accéléré d'éducation. Il faut donc leur fournir à manger pendant les cours. Et l'aspect socio-émotionnel, comme nous le comprenons, les élèves, les enseignants et les parents ont vécu une sorte de traumatisme pendant la guerre. Ainsi, ils ont besoin d'être guéris. Ils doivent être guéris de ce traumatisme. Comme vous pouvez le voir, avant, il n'y avait pas des d'école, d'enfants à l'école, quand nous avions mené notre étude démographique au Tigré, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Prochaine diapo, en essayant, comme j'ai essayé de l'expliquer dans la diapo précédente, nos salles de classe sont des classes joyeuses. Voilà comment les élèves apprennent. Voilà comment un groupe d'élèves apprend à travers la musique. Nous appelons cela des élèves dans un groupe organisé. Il s'agit d'un groupe de musique où les étudiants participent au cours et dans le même temps, il s'agit d'un processus de guérison. Prochaine diapo. Ici, les élèves utilisent des cartes pour apprendre et intégrer ou assimiler les cours qu'ils sont en train d'apprendre à travers des activités pratiques. C'est aussi un autre moyen d'implication des élèves dans les cours et un apprentissage basé sur les activités. Cette diapo nous montre comment les élèves participent et même sont en train de sourire à travers notre modèle dans la salle de classe. Prochaine diapo. Après une année d'intervention au Tigré, Luminance a mené une étude qui a été faite par un consultant externe pour mesurer les gains en matière d'apprentissage et le bien-être général des élèves dans les configurations d'urgence, dans les conditions d'urgence. Les résultats nous ont montré que 94% des étudiants de Luminos dans le programme Luminos ont pu passer en classe. Et cela montre également de l'amélioration dans des programmes socio-émotionnels. Il y a eu une réduction du stress post-traumatique, réduction dans la sévérité de la famine et bien entendu des réductions dans les difficultés comportementales liées aux expériences qu'ils ont vécues dans les 4 à 5 dernières années. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais partager avec vous. À présent, je vais passer la parole à Dr. Kathleen pour continuer la présentation. Je vous remercie. Merci Hassan. Nous passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Depuis 2017, une dimension très importante du travail que fait Luminos à Ethiopia, surtout en matière de réalisation de l'impact vis-à-vis des enfants, a été soutenue a permis de soutenir le ministère de l'Éducation pour mettre en œuvre le programme accéléré d'apprentissage. Je vois que je vois le diapo, mais cela ne passe pas. Alors, le modèle cible les enfants déscolarisés les plus marginalisés, 9 à 14 ans, et ça implique les enseignants gouvernementaux euh, dans un programme de 10 mois et sont menés pendant les cours normaux du gouvernement. En 2021, le ministère de l'Éducation a créé une unité d'apprentissage rapide pour diffuser le programme sur le plan national. Prochaine diapo. Tout le monde pourrait voir, je pense,
une diapo avec un graphique qui montre les statistiques jusqu'en 2024. Avec le partenariat du gouvernement éthiopien, on a pu toucher beaucoup d'élèves qui ne sont pas scolarisés. On a pu augmenter le salaire des enseignants également, en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage. Pendant la mise en œuvre, les enseignants n'ont pas fait face à beaucoup de défis. Nous avions reçu des feedbacks de ces enseignants qui ont trouvé la planification des cours en matière de cours accélérés et qui était moins chargé. Et les enseignants se sont spécialisés dans des sujets. Avec cela en tête, Luminos a reçu un financement de la Fondation Gates pour améliorer la mise à l'échelle et l'impact sur le- l'enseignement des cours et vis-à-vis des modèles gouvernementaux. Après avoir évalué le modèle standard, Luminos a proposé une approche qui combine les plans de leçons et 10 jours de formation des enseignants, ainsi qu'un coaching et une recherche de données. En 2023-2024, nous avons mené ces interventions dans 40 écoles avec 1500 élèves. Et nous avions pu recenser beaucoup de réussites. Et dans les classes gouvernementaux, cela a permis d'élargir le programme à d'autres zones. Oui, notre modèle pédagogique permet de développer des modèles de cours pour les 4 sujets. Ça fait partie du programme et sur des pratiques basées sur des preuves et pourrait être utilisé en conjonction avec des livres de l'État, mais pourrait également fonctionner en silo. Il s'agit de formations pratiques avec des matériels et, et qui permet de se baser sur des données dans les salles de classe. L'étude a été menée en octobre 2023 et en mai 2024 et présente des échantillons de chaque des 40 écoles. Il y a eu une référence, nous avions pu faire une évaluation, puis évaluer. Ensuite, nous avons comparé les étudiants ou les élèves dans le même district. Il y a des indicateurs très prometteurs par rapport à l'impact du programme. Prochaine diapo. En voyant l'impact de l'intervention sur l'alphabétisme, on peut voir les progrès accomplis et une amélioration vraiment intéressante, ce qui nous permet de voir l'amélioration. Voilà donc le modèle gouvernemental. Il y a eu aussi une augmentation de la capacité à apprendre. Et les étudiants ou les élèves se sont, s'en sont bien sortis en moyenne. Voilà encore d'autres programmes d'impact en matière de comparaison. Prochaine diapo. En termes de numératie, les étudiants ont été en mesure de résoudre plusieurs exercices dans notre cours. Luminos a une forte relation avec le gouvernement de l'Éthiopie. Nous avons pu capitaliser sur les résultats de ce programme pour renforcer les compétences et permettre au gouvernement d'adopter le nouveau modèle dans les régions. En reconnaissant le potentiel de notre modèle, nous avons pensé à mettre à l'échelle le programme du Tigré avec plus de 2000 élèves qui en ont bénéficié. Dernière diapo, Luminos travaille avec le Tigré et l'ALP pour déterminer ou améliorer les curricula et aussi, bien entendu, prendre en compte 7000 enfants déscolarisés.
Nous ne pouvons pas, nous n'aurons pas pu y parvenir sans cette collaboration avec le gouvernement. Et ce projet pilote a eu beaucoup d'impact et aussi les curricula ont été revus. Les pratiques pédagogiques ont été développées pour soutenir l'apprentissage socio-émotionnel à côté de supervision de programme. Je m'en arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kathleen et Hassan. Je vais passer à présent la parole à Dr. Jacqueline et à Dr. Kain pour qu'ils puissent nous parler des connaissances attaques dans les camps de réfugiés. EdTech. Merci. Je m'appelle Karen. Je suis ici avec ma collègue Dr. Jacqueline Goumia. Nous allons parler de deux études vis-à-vis de différents camps de réfugiés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais parler de points clés que nous serons heureux de discuter davantage avec vous après le webinaire. Nous avions commencé notre travail il y a de cela quelques années, 7 ans, et nous avons mené des interventions dans des contextes difficiles. Les études ont été menées sur plus d'un milliard d'applications. Nous travaillons dans ces écoles gouvernementales, dans les camps de réfugiés, et nous avions mené ces études dans les camps de réfugiés. C'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Prochaine diapo. Les deux études ont eu lieu dans le camp de réfugiés de Nyarugusu, ainsi qu'en Tanzanie, et dans le camp de Dzaleka au Malawi. Ça permet de combler les fossés en matière de connaissances vis-à-vis de l'utilisation des zones de réfugiés pour mener l'étude. Et nous avions prévu différentes questions pour cette étude et à travers ça, nous avons essayé de voir si EdTech ou la technologie éducative pourrait permettre d'étudier pendant l'arrêt entre 2 années scolaires. Et dans les questions, il y avait le fait si l'application en anglais ajouterait de la valeur d'apprentissage aux enfants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les théories des changements sont très simples et on a essayé d'illustrer cela à travers cette image ici. La- le logiciel de haute qualité, si on le met dans les mains des élèves, ils vont apprendre. Les autres choses, c'est de permettre ou de faciliter tout cela. Il faut que l'enfant trouve le temps d'utiliser ce logiciel de haute qualité sur une tablette, pardon, et il y a donné des instructions additionnelles pour tout apprentissage en cours auquel l'enfant a accès. Le logiciel est personnalisé par rapport à l'apprentissage de l'enfant et pendant la session, il y a une modération. Bien entendu, ça peut cette application. La littératie et la numératie des enseignants est prise également en compte dans ces salles de classe. Donc, c'est une éducation supplémentaire qui nous permet de faire correspondre la langue de l'instruction avec la langue des élèves dans une classe normale. Il y a des enseignants qui ont expliqué directement des expressions afin de pouvoir encourager les élèves et aussi adapter, et avoir la version adaptée de l'application ou du logiciel pour faire l'évaluation. Et ensuite, l'application, très tôt, a pu montrer sa version procédurale afin que les étudiants puissent s'acclimater et évoluer à leur propre rythme.
Les deux RCT impliqués sur 300 apprenants qui ont été aléatoirement sélectionnés. Et dans les deux cas, on a utilisé quotidiennement l'application et pendant les pauses scolaires, on a pu travailler avec eux sur une période de 5 mois. Et à Niadagoso, les enfants dans le groupe ont des jours normaux d'arrêt des cours et prennent en compte des activités académiques à Niadagoso pendant les périodes d'arrêt. À Djaleka, les élèves continuent avec les instructions qu'on leur avait données. Quelques différences entre les deux études, l'heure, le temps, pardon, la durée. L'étude de Niadagoso, les étudiants ont utilisé le- l'application pour la littératie et la numératie. Et à Djaleka, c'est 1 heure pour Niadagoso pour l'apprentissage et 20 minutes par jour pour Djaleka. Cela est de bon niveau au préscolaire 3 et au troisième niveau scolaire primaire à Djeleka. La langue utilisée, c'est le Kiswahili, mais la langue d'instruction et la langue d'instruction de la tablette est différente. À Niadagoso, les deux étaient en Kiswahili, et à Djeleka, en anglais. Et enseigner l'anglais dans une telle classe normale était le choix de la communauté dans les écoles où nous avions travaillé à Djeleka. Prochaine diapo. Ici, nous avons des gains dans les à l'étude dans les camps. Nous avons pu enregistrer des résultats significatifs en matière de littératie et des résultats importants en matière de mathématiques. Et nous avons pu voir des activités dans le camp pendant les arrêts, ce qui atténue ou réduit la littératie. La barre bleue parle de la moyenne. Ça, c'est une ancienne diapo de Jeleka par rapport au taux d'alphabétisme. Eh bien, encore une fois, il s'agit d'une application mathématique. Et on a pu voir l'impact dans l'apprentissage mathématique qui est à gauche. On a vu l'amélioration des conditions. Cependant, à droite, nous avions également trouvé une suggestion d'un effet, euh, d'un effet boule de neige dans l'apprentissage, de débordement. Le gouvernement malawite, il y a de cela 2 ans et demi, a décidé de développer ce programme au niveau national et au niveau primaire. Nous avions donc eu l'occasion au Malawi de profiter de l'économie d'échelle et aussi bien entendu en prenant en compte les coûts dans les camps de réfugiés au niveau du Malawi. Actuellement, le coût au Malawi a été réduit et continue d'être réduit avec un coût total sur 2 ans, sur 20 ans, pardon, de 5,46 $ et sur 10 ans de 9,11 $ par enfant. Nous pouvons vraiment appliquer ces coûts aux camps de réfugiés qui sont au niveau des frontières. En Tanzanie, c'est peut-être un peu plus élevé, mais tout cela est bien entendu spécifique au pays, mais on pourrait en parler davantage plus tard, collègue. Je voulais dire que les la mise à l'échelle des programmes au Malawi a permis de voir l'efficacité à la grande échelle. Et ce programme financé par la Fondation Gates, cette étude financée par la Fondation Gates et d'autres, nous avons pu voir l'efficacité ou des preuves lors de l'année scolaire prochaine, ce qui est très intéressant. Prochaine diapo, je passe la parole à Jackie qui nous parlera
de la qualité des résultats de nos études dans le camp de Niaragoso. Merci, Karine. J'aimerais parler de retour d'information ou des résultats que nous avions eus par rapport à notre étude à Niaragoso. Une des choses, c'est de voir les éléments clés qui ont permis la mise en œuvre réussie du programme et aussi, d'abord, le programme a levé la pression dans le système éducatif des écoles et aussi soutient les structures existantes. Et après, grâce à l'utilisation de la technologie, on dépasse les limites des ressources physiques telles que les livres et les matériels didactiques, etc. Et c'est un élément qui est très important. Le deuxième élément, qui est plus axé sur la capacité du programme à encourager l'appropriation locale au sein des communautés et au niveau du gouvernement, surtout chez les leaders locaux, avait une structure qui permet de maintenir cette relation de manière significative. La deuxième composante, c'était la culture et l'alignement contextuel dans l'école. Je me rappelle qu'au début, nous avions prévu utiliser les tablettes en utilisant le français, mais quand on a parlé avec les écoles, ils ont demandé à ce qu'on utilise le swahili à cause du contexte des réfugiés. Nous avons essayé de changer cela et cette adaptation a été très utile. La dernière composante, c'est que nous avons co-conçu tout cela avec les communautés et bien entendu, nous avons eu un feedback des parents par rapport à ce qu'ils veulent pour les enfants, pour leur apprentissage en extra dans les écoles. Et bien entendu, il faut une appropriation et un appui des enseignants afin que les étudiants ou les élèves puissent bien participer. Le dernier élément de cette mise en œuvre réussie, c'est l'alignement avec la communauté et les contextes en général. En ce sens que dans le camp de réfugiés, à cause de la nature de nos réfugiés qui travaillent, ils essayent de voir comment avoir du matériel additionnel qui soit interactif et qui donne des différences vis-à-vis de l'imagination et des expériences des enfants. Avoir donc des tablettes qui permettent aux enfants d'apprendre comment évoluer dans un environnement est très utile. Et aussi, il faut essayer de programmer les choses pour que la saison des vacances soit quelque chose d'utile. La participation des facilitateurs provenant des communautés elles-mêmes a été très utile. Donc voilà donc les trois éléments clés qui étaient vraiment utiles pour les bénéficiaires eux-mêmes. Ce que nous avions obtenu et qui était utile pour nous en tant que vis-à-vis de la perception des acteurs ou des parties prenantes provient aussi bien de la gestion de vie que des parents. Une chose, c'est la question de complémentarité des programmes de tablettes, car dans les camps de réfugiés, on ne peut pas enseigner peut-être tout ce qui est dans le syllabus, et ces tablettes permettent d'aller au-delà des attentes et ça a été très utile. C'est aussi vu comme quelque chose de supplément parce que ça aide à renforcer les capacités, car à cause du manque de temps des enseignants ou du manque de ressources pour permettre aux étudiants d'apprendre d'eux-mêmes, les tablettes offrent cet apprentissage additionnel qui était nécessaire. La deuxième chose, on a vu les pop-ups comme un espace créatif parce que ça permet une interaction visuelle en créant des différences. Les étudiants pourraient avoir des amis et échanger à travers les tablettes qui leur sont fournies. Et enfin, pour l'administration des écoles, c'était comme si
Cela résolvait un problème, non seulement vis-à-vis de la limitation des infrastructures, mais aussi vis-à-vis des ressources humaines des enseignants dans les écoles. C'était aussi vu comme une approche d'auto-apprentissage, car la plupart du temps, dans les zones reculées, il est difficile de motiver les enfants à être autonomes ou à faire des activités d'eux-mêmes. Cette approche d'enseignement qui prend en compte le modèle d'auto-apprentissage a été relevée par les étudiants, la communauté et les enfants eux-mêmes parce qu'ils ont pu trouver qu'ils sont capables d'apprendre eux-mêmes, apprendre de différentes choses et résoudre de différents problèmes. La dernière composante, c'est le feedback des enfants eux-mêmes. Et pour eux, ils nous ont donné deux choses qui sont très utiles. D'abord, les pop-up sont un espace amusant où ils peuvent créer, ils peuvent jouer, ils peuvent aussi apprendre et ils nous donnent des feedbacks par rapport au contenu et par rapport au matériel qui sont utiles dans les écoles. Enfin, ils nous ont donné la valeur de la tablette. La tablette est très appropriée car le contenu de la tablette leur donne des récompenses si ils travaillent bien. Ensuite, les tablettes sont facilement utilisables. Quand ils font des erreurs, ils ne sont pas punis. Et enfin, ces tablettes sont très encourageantes parce qu'elles encouragent les élèves à travers diverses options. de- Et voilà ce que je voulais partager. Je vous remercie. Merci beaucoup à Karen et à Jacqueline de très riches analyses de votre part, des deux interventions. Très rapidement, il faut dire que nous sommes un peu en retard. Je vais passer la parole à Colin pour nous parler des preuves de l'EdTech, de la technologie éducative, dans le cadre de l'apprentissage dans des configurations difficiles. Merci. Pourrais-je partager mon écran ici ou bien on peut aller directement à la prochaine diapo? Je m'appelle Colin Crossley. Merci à tous de nous avoir rejoints. Comme j'ai eu à le dire, un collègue qui est de Uplift Afghanistan m'a aidé à préparer cette présentation, mais n'a pas pu être là aujourd'hui. Ce que je vais présenter, c'est un projet que nous sommes en train de piloter en Afghanistan, qui est une collaboration entre Youth Impact, qui est notre organisation, et le London School of Economics, qui fournit de la recherche et certains partenaires, y compris Uplift Afghanistan Funds, qui est un fonds pour un programme que nous pensons va aider les filles à apprendre dans le pays. On passe à la prochaine diapo. Très rapidement, par rapport au contexte, il s'agit d'une démonstration de la fréquence des perturbations et des urgences. Et on a juste ce moment en tête au cours de la COVID où on a besoin, l'apprentissage est devenu extrême, mais il y a un nombre important d'étudiants ou d'élèves chaque année allant de zones de choc ou des zones de conflit, prenant en compte des aspects de discrimination genre. C'est une question qui porte sur quel outil on pourrait utiliser pour continuer à étudier, à éduquer les élèves. Ok, prochaine diapo. Je vais passer à l'EdTech, à la technologie éducative qui vient à travers la plateforme RightTech. Nous avions commencé d'abord par réfléchir à comment toucher le plus d'étudiants possible sans pour autant exclure les étudiants vulnérables et surtout des étudiants avec un faible revenu qui ont du mal à avoir accès à des outils comme Internet, surtout s'il faut toucher des étudiants qui ne sont pas en mesure d'aller à l'école. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec ceux qui sont à la maison? Et vous pouvez voir
que cette graphique fait un résumé très rapide de l'accès dans les pays à faible revenu, à moyen, à revenu intermédiaire et à revenu élevé. Et vous pouvez voir que le rouge est très élevé par rapport à l'accès à Internet et nous avions choisi des téléphones mobiles pour nos plateformes afin de commencer par développer notre programmation très moins chère, très accessible et ne nécessite pas grand-chose pour être utilisé. Prochaine diapo. Le programme que nous avions développé s'appelle Connected et c'est un programme ciblé et simplement, les étudiants reçoivent une fois par semaine au cours de 8 semaines un SMS simple qui est envoyé dans la maison pour un problème pratique sur lequel ils peuvent travailler à travers une session interactive et après 30 minutes, ils reçoivent un appel qui permet de travailler avec les étudiants. Il s'agit de prendre 20 à 30 minutes par semaine pour les appels tutoriels. Prochaine diapo. En développant notre programme, notre approche, nous avons capitalisé sur les instructions de ciblage qui nous a permis de travailler sur l'éthique en Inde et de par le monde. C'est assez élémentaire, hein, mais ce que fait ce programme, c'est que les étudiants reçoivent un appel qui leur fournit des instructions ciblées. Par exemple, si ils sont en mesure de résoudre des problèmes mathématiques ou s'ils ne sont pas en mesure de régler certains problèmes, et ils reviennent vers moi. Et après chaque appel, il y a des points d'apprentissage qui permettent de mettre à jour les étudiants si les étudiants sont en mesure de travailler ou de maîtriser le sujet en particulier avant de passer au cours suivant. Donc, le programme est en mesure de cibler des individus ou chaque étudiant sur une base hebdomadaire. Prochaine diapo. Il y avait, il n'y avait pas beaucoup de preuves hein, car on était pendant la COVID, et les programmes étaient livrés à travers le téléphone, mais après avoir développé ce programme, nous avons pu organiser une initiative au sens large du terme, d'abord au Botswana, puis nous avions fait un partenariat avec des organisations dans 5 pays et nous avons pu toucher 25 000 étudiants. Pour cibler ces étudiants ou ces élèves dans différents contextes, il y avait le Kenya, le Népal, l'Inde, l'Ouganda et les Philippines. Ce sont les 5 pays. Les résultats étaient assez positifs avec un écart type de 0,3 lorsque le gouvernement soutient la mise en œuvre. Les finances allouées à ces interventions peuvent augmenter. Sur ces diapositives, vous pouvez voir deux types de couleurs. En rouge, nous constatons que les messages n'ont pas un effet réel. Par contre, les appels téléphoniques combinés aux messages ont un impact. Ce sont ces méthodes qui sont les plus efficaces. En vert, vous voyez que lorsque les ONG et les enseignants utilisent les messages et les appels téléphoniques, leur impact est beaucoup plus marqué et considérable par rapport à si ces méthodes sont seulement utilisées par le gouvernement, sans compter sur l'appui des ONG et d'autres membres de la communauté. Prochaine diapo. Nous avons conduit ces études surtout pendant la pandémie de COVID-19
et pendant des situations d'urgence. Aux Philippines, par exemple, nous nous sommes rendus dans ce pays après le passage du typhon Henri et qui a perturbé la vie de près de 2 millions d'élèves qui n'ont pas pu aller à l'école. Plus de 4000 salles de classe ont été détruites. Et nous avons constaté que, à la suite d'une catastrophe, les lignes téléphoniques étaient les premières infrastructures à être rétablies. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser les méthodes que j'ai présentées tout à l'heure, les appels téléphoniques et les SMS, pour continuer à former ces élèves. Voilà pour les preuves de ces programmes. Je voudrais maintenant vous parler de la façon dont nous nous servons de ces méthodes en Afghanistan. Nous nous sommes servis d'un essai randomisé en Afghanistan et de l'utilisation des téléphones pour les formations des élèves dans ce contexte pratique, dans ce cas précis. Prochaine diapo. Je voudrais d'abord présenter l'Afghanistan. En août 2021, les talibans ont repris le pouvoir et ils ont forcé les femmes et les jeunes filles à arrêter d'aller à l'école. Toutefois, les nouvelles générations, la nouvelle génération veut poursuivre ses études. Et vous devez savoir qu'en Afghanistan et dans certaines régions de ce pays, la pauvreté est importante. Et c'est très difficile pour certaines régions d'avoir accès à l'électricité et à Internet. Et c'est donc très difficile de se servir des téléphones et des smartphones pour former les élèves. Prochaine diapo. Comment avons-nous appliqué cette approche d'enseignement ciblé dans le cas de l'Afghanistan? Nous rapprochons les enseignantes qui n'ont plus le droit d'enseigner et les élèves, les filles qui n'ont plus le droit d'aller à l'école. Nous choisissons des enseignantes qui ont des expériences en matière d'enseignement de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Nous essayons de choisir des personnes qui ont accès à des téléphones. Nous accueillons d'anciennes élèves, des élèves qui n'étaient pas scolarisés à l'époque et nous comptons également sur l'aide de centres de formation. Nous avons établi quelques critères de sélection, comme je l'ai dit, des élèves qui allaient à l'école avant l'arrivée des talibans au pouvoir, des élèves qui sont maintenant exclus des systèmes éducatifs formels, des élèves qui vivent dans des familles qui ont accès à un téléphone, que ce soit le téléphone de leur père ou de leur mère, et bien sûr des parents, des élèves qui sont soutenus par des parents qui veulent que leurs enfants continuent d'aller à l'école, ou en tout cas de recevoir une formation. Le projet pilote que nous avons conduit nous a permis d'obtenir les données suivantes. Les projets pilotes sont très importants pour identifier les risques et les crises pour éviter que le programme en tant que tel n'échoue à l'avenir. Nous avons donc établi une base initiale et une base finale. En rouge, vous avez les données au début de l'étude et en vert, les données en fin de l'étude. Nous avons beaucoup appris de ce projet pilote et nous savons que toutes les élèves qui ont participé à ces formations ont pu résoudre toutes les opérations mathématiques que nous leur avons posées. Je voudrais également préciser
que la demande est très forte. Les parents et les élèves souhaiteraient que le projet pilote devienne un programme à part entière. Mais il faut que ce programme garantisse la sécurité de toutes les parties prenantes pour éviter de mettre la vie de qui que ce soit en danger. Prochaine diapo. Nous avons recueilli quelques témoignages des enseignants et des tuteurs ainsi que des parents de ces jeunes élèves. Je vais sauter ces diapositives puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour conclure, j'ai diapositives à vous présenter. L'une porte sur les défis et les acquis ou leçons apprises émergentes de ce projet pilote. Ensuite, je vous parlerai des prochaines étapes. Sur la diapo que vous voyez, j'ai résumé les quatre principaux défis que nous rencontrons. La méthode que nous utilisons peut fonctionner dans la plupart des contextes. Nous nous concentrons sur les élèves de la première à la quatrième année, mais nous avons constaté que les classes que nous avons sélectionnées ne s'appliquaient pas forcément à ces élèves déscolarisés de force. Donc l'âge n'a rien à voir avec le renforcement des capacités que nous souhaitons appliquer, que ce soit en matière de lecture, d'écriture ou de numératie ou de calcul. Ensuite, c'était très difficile d'identifier, comme je l'ai dit, les élèves qui sont censés ne pas aller à l'école. Le gouvernement taliban, je le rappelle, interdit aux filles et aux femmes de se former. Et bien avant que les talibans ne prennent le pouvoir, certaines filles n'allaient plus à l'école. Dans les situations d'urgence où les élèves sont obligés d'arrêter d'aller à l'école, c'est très difficile de savoir quelles étaient les anciennes institutions scolaires, les anciens établissements scolaires pour parcourir leurs documents et recenser les élèves qui souhaiteraient reprendre leurs études. Nous avons donc dû solliciter les organisations communautaires, les, les populations pour identifier ces jeunes filles qui avaient besoin, qui avaient le plus besoin de ces formations. Autre défi, comment est-ce que ce programme peut préserver la sécurité des bénéficiaires du dit programme? Et pour terminer, dernier défi, comment développer de manière effective et efficace ces programmes de formation? Je pense que pour répondre à cette question, il faut y aller doucement et s'assurer de bien choisir les bénéficiaires. Dernière diapo, quelles sont les prochaines étapes de notre projet pilote? Dans les mois à venir, nous allons boucler le projet pilote, nous allons peaufiner nos données, nous allons y inclure des questions d'alphabétisation, lecture et écriture. Entre août et novembre, nous allons lancer notre étude d'essai randomisé. Nous y allons inclure 8 semaines de tutorat et nous allons également inclure l'impact de cette étude sur le plan émotionnel et mental. Nous allons terminer par une analyse des données, le partage de toutes les informations que nous aurons recueillies au travers de ce projet pilote. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci, Colline. Merci à tous nos intervenants et toutes nos intervenantes pour ces informations que vous avez pu nous distiller en si peu de temps. Nous sommes un tout petit peu en retard.
Je vais donc passer rapidement la parole à Debra qui va résumer les points saillants de ces quatre présentations, ce qui pourra aider les praticiens et toutes les parties prenantes qui assistent à cette réunion. Bonjour tout le monde, je m'appelle Debra Gribon. Il y a quelque temps, je faisais partie de l'USAID. J'étais en charge de programme et je voulais remercier tous les intervenants qui ont pris la parole. Nous avons découvert qu'il existe de nombreux contextes qui traversent des crises et c'est également le cas dans notre secteur. Les budgets sont de plus en plus serrés. Il nous faut de plus en plus de preuves pour savoir ce qui fonctionne, pour savoir où investir notre temps et notre énergie. Il est très important pour nous de mettre en perspective tous ces résultats dans dans le contexte dans lequel nous évoluons. GIB ont catégorisé différentes interventions dans leur guide en fonction de leur capacité à produire des résultats concrets. Et dans ce guide, il y avait beaucoup de biais. C'est vrai qu'on a parlé d'enseignement au bon niveau, de programmes accélérés, mais ce n'est pas tout. Et Sylvia, vous avez relevé le fait qu'il existe très peu d'études sur la rentabilité de ces interventions. Et je pense qu'il serait également très important d'ajouter, selon moi, le rôle des technologies éducatives et de leur capacité à s'adapter aux besoins de chaque élève. Ces technologies sont prometteuses avec Imagine Worldwide et d'autres acteurs. Ces technologies éducatives sont de plus en plus utiles. On parle également aussi aujourd'hui d'intelligence artificielle et c'est un domaine que nous devrions garder à l'œil. Il faudrait également faire très attention avec l'émergence de ces nouvelles études. Les technologies ne sont pas des solutions passe-partout. Elles doivent être intégrées dans les approches pédagogiques qui existent. Et je voudrais également ajouter comme autre fait à retenir le fait que des interventions comme le tutorat, les programmes de formation accélérés peuvent aider les compétences de base en matière d'écriture, de lecture et de calcul. Mais en dépit de cet impact significatif, nous n'avons pas suffisamment de données pour étayer et soutenir ces affirmations. Il faut donc continuer ces études, comme on l'a dit, et ne pas oublier les coûts de telles interventions. Les solutions technologiques que j'ai mentionnées sont utiles, mais nous pouvons aussi nous servir de technologies moins coûteuses. Nous pouvons aussi voir les points communs de toutes ces technologies, qu'il s'agisse de l'utilisation de messages textes, de logiciels plus complexes, qui doivent certainement partager des points communs. J'aimerais aussi que nous retenions que ces interventions sont spécifiques
à certains contextes. On parle de camps de réfugiés, de centres de formation, de salles de classe ordinaires. C'est aussi le cas pour les types de crises et de conflits qui ne se ressemblent pas. Les conflits, les catastrophes naturelles, les déplacements internes. La nature de ces conflits doit être bien compris pour bien construire les interventions que nous souhaitons mener. Il nous faut aussi avoir plus de données sur les coûts, surtout en matière d'intervention. C'est l'occasion aussi pour moi de parler de l'éducation, de l'apprentissage socio-émotionnel qu'on a souvent tendance à, cataloguer comme solution prometteuse. Mais les preuves sur le terrain ne vont pas toujours dans ce sens. Il faudra donc mieux comprendre les considérations en matière de durabilité et d'équité de toutes ces interventions. Qui en sont les bénéficiaires? Dans quelles circonstances? Dans quelle mesure ces interventions sont mises en œuvre? Sur ce, je vais passer la parole à Sylvia. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'apprentissage socio-émotionnel? Faire la différence entre l'apprentissage socio-émotionnel et du développement professionnel des enseignants et les impacts négatifs par rapport au développement des enseignants. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dans cette présentation en particulier, nous avons mené une méta-analyse pour voir l'impact des interventions éducatives sur la base socio-émotionnelle. Nous allons organiser un webinaire sur ces résultats. Et quand on avait présenté cela aujourd'hui, ça prend plus, en fait, l'impact des impacts éducatifs sur l'aspect socio-émotionnel dans les questions de littératie et de numératie. Nous avons l'impact de la programmation socio-émotionnelle et les différentes programmations qui sont incluses dans la méta-analyse. Il y a différentes analyses. Il y a les programmes détaillés socio-émotionnels, y compris un aspect transversal sur différents sujets impliquant des activités spécifiques socio-émotionnelles. Il y a aussi les nouveaux programmes d'étudiants, les programmes des écoles, les différents types. Mais nous avions vu qu'il y a vraiment une fiabilité de ces programmes sur les résultats de numératie et de littératie. Et je pense que l'effet combiné sur la numératie est possible, mais à partir de littératie, c'est presque rien. Et l'une des études explique le manque d'impact qui montre que la plupart de ces problèmes se sont révélés avoir un faible niveau en matière de mise en œuvre, car quand on voit les zones de conflit, il y a du mal à mettre en œuvre ces projets comme ils ont été conçus. Parfois, dans certaines écoles, il n'y a pas de matériel didactique disponible avec des populations en déplacement et qui ont du mal à comprendre le contexte de l'aspect socio-émotionnel car ils n'ont pas pu localiser les contextes des conflits et des crises pour être vraiment conformes aux valeurs locales, aux besoins, à l'aspect culturel qui n'est pas approprié. Parfois, les matériels dont on a besoin pour une bonne mise en œuvre manquent. Donc, nous avons un point de vue assez biaisé de ce programme qui a une incidence sur les résultats de numératie et de littératie. Ainsi, les recommandations dans les zones de conflit et de crise en montrent pour preuve. C'est vrai que les programmations sont prometteuses dans les zones affectées par les conflits. Il est important de s'assurer que les programmes socio-émotionnels soient totalement localisés de la manière dont nous voulons
que cela prenne en compte les handicaps, la qualité de la mise en œuvre et bien entendu le coût. Parfois, les coûts sont élevés, mais, mais le coût efficacité est faible. J'aimerais relever cela parce que ça revient dans les questions. Nous aurons un webinaire afin de pouvoir voir l'impact des interventions éducatives sur les résultats socio-émotionnels, sur la littératie et la numératie. Vous avez encore 30 secondes par rapport au développement des enseignants. Nous n'avons pas vu l'impact des interventions présentielles, mais nous avons vu cet impact sur les enseignants à travers l'apprentissage par la paire. Il y a aussi le coaching, l'encadrement pour des enseignants qui pourraient avoir un fort impact, mais les conditions que les, les coachs doivent avoir une connaissance approfondie du sujet. Et s'ils ne l'ont pas, cela pourrait avoir créer un impact négatif sur les, la numérique et la littératie. Et c'est ça les conditions de mise en œuvre de programmes de développement des enseignants. Il faut que les formateurs aient une bonne connaissance du sujet. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport aux autres intervenants, je vais vous donner une tâche. Je vais demander à chacun d'entre vous, un intervenant ou une personne de chaque équipe de présentation, de prendre 30 secondes pour répondre à cette question. Que voyez-vous comme étant la plus grande barrière à la mise à l'échelle de ces interventions basées sur les preuves et les rendre durables dans les zones de conflit? Je sais que c'est une tâche impossible, 30 secondes, mais vous avez la parole. Qui veut aller en premier? Je peux essayer, je peux essayer. Une chose que nous voyons, c'est programmes gouvernementaux dans lesquels les gouvernements s'engagent à payer pour les coûts récurrents. Une fois que l'infrastructure a été mise en œuvre, nous avions eu un programme pilote dirigé par ASMA, qui, je ne pense pas, est avec nous ici, et nous avions pu voir la génération de revenus, dans un programme de génération de revenus dans des camps de réfugiés qui pourraient leur permettre de payer les coûts récurrents eux-mêmes. Et c'est toujours à une étape pilote, mais nous avons vu qu'il y a des avancées. Et ça, c'est un aspect de la chose, hein. C'est un effort pour aider les communautés elles-mêmes de pouvoir payer les coûts récurrents du programme. Merci. Je pense, pour ma part, que le défi, c'est lorsque il y a un contexte d'urgence et que l'institution normale à travers laquelle vous travaillez n'est pas disponible, comme le système scolaire. Cela est un défi. Donc, quel est votre mécanisme pour toucher les gens? Je pense que le coût est une chose, c'est un facteur très intéressant, car les systèmes éducatifs ne prennent pas en charge les coûts. Mais je pense que la levée des fonds aussi est importante. Il y a une distinction entre les interventions de rémédiation qui pourraient ramener les gens à un niveau pour leur donner des compétences fondamentaux, ou bien voir la formation sur le long terme. Et les formateurs doivent être là. Si vous pensez au soutien, comment créer un écosystème d'apprentissage pour que le soutien soit mutuel. Merci. Je vais parler au nom de Luminos. Je pense que par rapport à l'adoption des programmes d'apprentissage rapide ou accéléré des gouvernements, il faut que cela soit avec les gouvernements, leurs écoles et les enseignants. Et aussi, on a pu traiter des questions d'urgence et des opérations dans les écoles pour que le programme soit mis en œuvre de manière réussie. Sur ce, je repasse la parole à Shreya. Merci beaucoup, Déborah. Vous avez fait un très bon travail. La fin était très rapide,
Merci pour cette présentation. Je suis très reconnaissante envers vous et à tous les présentateurs et présentatrices qui ont pu partager leurs idées avec nous. Comme vous le savez, nous avons l'enregistrement du webinaire et les présentations qui seront disponibles sur notre site web. Et n'hésitez pas à nous contacter et à contacter les présentateurs ou présentatrices sur les résultats de cette recherche. Nous serons très heureux de revenir vers vous avec des réponses et des clarifications. J'espère que c'est un début assez utile et plein de valeur. J'espère continuer ces discussions, surtout vu qu'il y a des changements qui se déroulent autour de nous. Merci beaucoup, merci pour votre participation, pour votre engagement. C'est très bien d'avoir cette communauté et merci à tous nos intervenants.